قصة هي قصة تاريخية سياسية. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, ils menaient une grève de la faim depuis 16 jours devant le siège du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, ils mettent fin à leur jeûne de protestation, affirmant avoir atteint leur but, sanctionner le ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk. Comme à chaque manifestation, le centre-ville a été paralysé, ce qui ulcère la chambre de commerce de Beyrouth. Son chef, Mohamed Chouker, a lancé ce midi un cri d'alarme pour sauver le centre-ville. En Syrie, au moins 11 civils, dont 3 enfants, ont été tués dans un secteur rebelle d'Alep, dans le nord du pays. L'armée syrienne aurait largué un baril d'explosifs sur leur maison. Je vous le disais en titre, ils menaient une grève de la faim depuis 16 jours devant le siège du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, ils mettent fin à leur jeûne de protestation, affirmant avoir atteint leur but, sanctionner le ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk, qu'ils accusent d'être responsable de la crise des déchets. Ces activistes assurent qu'aucune pression politique n'est à l'origine de leur décision. Ils évoquent toutefois des pressions familiales, alors que la santé de plusieurs grévistes de la faim s'était sérieusement dégradée ces derniers jours. La décision des grévistes de la faim de mettre fin à leur mouvement intervient au lendemain du saccage de leur campement par un gang présumé proche du mouvement Amal, en marge de la manifestation contre la tenue de la conférence de dialogue qui se tenait au Parlement en place de l'Étoile. 48 manifestants ont été arrêtés avant d'être relaxés en soirée. Et comme à chaque manifestation, le centre-ville a été paralysé, ce qui ulcère la chambre de commerce de Beyrouth. Son chef, Mohamed Chouker, a lancé ce midi un cri d'alarme pour sauver le centre-ville et dit refuser que le quartier des affaires soit pris en otage et saccagé. Mohamed Chouker dénonce une campagne qui vise à fermer ce qui reste des commerces du centre-ville. Il appelle les députés de Beyrouth à adopter des mesures fermes afin de mettre un terme à la situation délétère, effrayante, qui prévaut actuellement au centre-ville du fait des manifestations quasi quotidiennes. Et un autre cri d'alarme, celui du ministre de l'Énergie, Arthur Nazarian, pointe du doigt les divisions politiques qui bloquent les projets de réhabilitation du réseau électrique. Lors d'un point de presse en compagnie du PDG d'Électricité du Liban, Kamal Hayek, il a en outre dénoncé l'absence de planification à moyen et long terme. Par ailleurs, Arthur Nazarian a annoncé la production de 3 heures supplémentaires de courant grâce à la mise en marche de 2 centrales électriques dans les prochains jours. Le ministre a enfin appelé les politiciens à payer leurs factures d'électricité. Une douzaine de responsables politiques seraient concernés. La justice leur réclame plusieurs millions de livres libanaises en factures impayées. Le procès de l'ancien ministre libanais Michel Samaha a reporté au 22 octobre. C'est la défense de Samaha qui a demandé ce report afin d'examiner les retranscriptions d'enregistrements entre l'ancien ministre et un informateur des forces de l'ordre, utilisé comme pièce à conviction lors du procès. Michel Samaha avait été condamné le 13 mai dernier à 4 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012. Comme l'année judiciaire est de 9 mois et qu'il avait été arrêté en août 2012, eh bien Samaha devrait donc être libéré avant la fin de l'année. Ce verdict a suscité un tollé dans plusieurs milieux politiques libanais qu'il estime trop clément. Dans le reste de l'actualité, en Syrie, au moins 11 civils, dont 3 enfants, ont été tués dans un secteur rebelle d'Alep, dans le nord du pays. L'armée syrienne aurait largué un baril d'explosifs sur leur maison, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 4 immeubles se seraient également effondrés. Et les attaques répétées du régime, comme de la rébellion sur les populations civiles, se sont intensifiées ces derniers jours à Alep, suscitant la condamnation dans les termes les plus forts de l'UNICEF. Une nouvelle route s'est ouverte dans les Balkans. Des milliers de réfugiés, notamment syriens, empruntent désormais la porte croate pour pénétrer en Europe. 5650 personnes sont entrées dans le pays au cours des dernières 24 heures. Et Zagreb se prépare à beaucoup plus. Plus de 20 000 migrants sont attendus dans les 2 prochaines semaines. Les explications de Naïnaïem. Le train entre tout juste en gare à Tovarnik. Il est presque 2 heures du matin ce jeudi. À l'intérieur, des migrants soulagés d'être arrivés en Croatie.
La plupart refoulés à la frontière serbo-hongroise depuis sa fermeture mardi ont décidé de dévier leur périple vers l'Europe. J'allais vers la Hongrie et j'ai vu des milliers de personnes attendre pour y entrer, mais sans y arriver. Il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture, rien. J'ai vu beaucoup de familles, des enfants dormir dehors sans rien. Peut-être qu'un autre train les emmènera ici. Merci la Croatie. Nous n'avons pas dormi depuis 5 ans, 5 jours, et nous sommes très très fatigués. Merci à la Croatie de nous recevoir. Ce jeudi matin, plus de 5000 migrants sont arrivés ici. Tous sont acheminés jusqu'à des centres d'accueil proches de Zagreb, la capitale. De son côté, le Premier ministre croate lance une mise en garde. Les capacités d'accueil et d'enregistrement sont limitées. Le pays s'attend à l'arrivée de plus de 20 000 migrants dans les 2 semaines à venir. Et pour discuter de cette crise migratoire, il s'est entretenu avec son homologue autrichien. Débordée par l'afflux de réfugiés, l'Allemagne a renforcé ses contrôles sur une partie de la frontière française, notamment au niveau de l'Alsace. Pour l'heure, les contrôles de la police interviennent de façon ponctuelle en fonction de la situation. 63 000 réfugiés sont arrivés à Munich en l'espace de 15 jours. Berlin attend entre 800 000 et 1 million de demandeurs d'asile en 2015. Devant un centre d'enregistrement à Berlin, des demandeurs d'asile veulent prendre un bus pour rentrer dans leur foyer d'hébergement. Cris, début de bagarre et des bénévoles qui ont bien du mal à se faire entendre. Les gens pensent qu'ils ne vont pas pouvoir monter alors qu'on leur a dit 10 000 fois qu'il y a 7 bus qui arrivent. Mais ils sont désespérés et ils veulent juste rentrer. Du matin au soir, le centre ne désemplit pas. Chaque jour, des centaines de nouveaux réfugiés se présentent et attendent. Il faut plusieurs jours pour avoir un ticket et espérer déposer sa demande d'asile. Malgré les renforts en personnel, les guichets sont saturés. C'est très long, très dur. On est très fatigué. On espère avoir vite un endroit où habiter. À Berlin, on n'est pas loin du chaos. Chaque distribution de nourriture provoque des tensions. Les gens sont à bout. Je serais à leur place, je ne saurais pas comment réagir. Mais bon, il faut aider, encore aider. Et une armée de bénévoles est sur pied. Ici, dans une ancienne caserne, ils ont installé des tentes pour héberger les réfugiés. Le strict minimum, sans chauffage, alors que les nuits sont de plus en plus froides. Mais il a fallu faire vite, très vite. On nous a donné 4 heures de temps pour tout installer, pour faire le plan des chambres, récupérer de la nourriture, mettre en place les sanitaires, en 4 heures de temps. Berlin s'attend à recevoir 40 000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Pour les loger, tout est envisagé. Gymnase, tentes géantes et même cet ancien aéroport qui va bientôt accueillir 1200 personnes. Devant le centre d'enregistrement, les derniers bus sont partis à la nuit tombée. Mais certains ont refusé de les prendre. Pour être sûrs d'être reçus le lendemain, ils ont préféré dormir devant, sur le trottoir. Une scène qui n'a plus rien d'exceptionnel à Berlin. Restez des nôtres, au retour de la pause, nous ferons le point sur le coup d'État en cours au Burkina Faso. A tout à l'heure. Retour sur le plateau de l'info, le chaos au Burkina Faso après le coup d'État mené par les militaires de la garde présidentielle, les putschistes qui retiennent en otage le président intérimaire Michel Kafando et le gouvernement du pays viennent d'instaurer un couvre-feu et de fermer les frontières. Marc Pop. Ce matin, les rues de Ouagadougou sont anormalement vides. Dans la capitale, les coups de feu retentissaient toujours, obligeant les habitants à rester chez eux. La veille, des soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, ont fait irruption en plein Conseil des ministres, interpellant le président de transition Michel Kafando, son Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Une large concertation est engagée pour former un gouvernement qui se dévouera à la mise en ordre politique pour aboutir à des élections inclusives et apaisées. À la tête de ce putsch, cet homme, Gilbert Diendéré, l'ancien chef d'état-major de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en 2014. C'est lui qui dirige à présent le Conseil de transition. Les raisons de ce coup d'État ne sont pas officiellement connues, mais le RSP dénonçait la loi qui interdisait aux partisans de l'ancien président de se présenter à l'élection présidentielle qui devait se tenir le 11 octobre.
Aujourd'hui, le pays est plongé dans l'incertitude. Ça va repousser une perspective qui s'annonçait avec normalement la campagne électorale qui devait commencer dimanche. Donc là, on est encore reparti pour une période d'incertitude. Et dans ce cas-là, une incertitude quand même qui nous fait craindre pas mal de tensions parce que évidemment, les organisations de la société civile, la population civile n'est pas du tout a priori en position de vouloir accepter ce coup d'État. Un couvre-feu a été instauré de 19h à 6h et les frontières terrestres et aériennes ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. La France, elle, a vivement réagi à ce coup d'État. François Hollande a appelé à la remise en place des autorités de transition. Paris, qui demande par ailleurs à tous ses ressortissants de rester chez eux. Un puissant séisme a fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés au Chili. Le tremblement de terre d'une magnitude de 8,4 sur l'échelle ouverte de Richter a frappé cette nuit le centre et le nord du pays durant plus de 3 minutes. Il a été ressenti à Santiago, la capitale, mais aussi en Argentine voisine. Une alerte tsunami a été déclenchée pour les 4000 km de côte chilienne, mais aussi en Équateur, au Pérou et à Hawaï pour des vagues qui pourraient dépasser les 3 mètres de hauteur. Surpris par des secousses en plein journal, le présentateur de cette télévision chilienne annonce en direct le tremblement de terre. Il était près de 20h hier soir. Dans les rues de Santiago, les caméras de surveillance tremblent, elles aussi. Le séisme de 8,4 sur l'échelle de Richter est le plus puissant de l'année 2015. De quoi déclencher la panique, comme ici dans ce supermarché où les clients sont évacués en urgence. Scène de panique aussi parmi les voyageurs qui attendent leur avion à l'aéroport de Santiago. Le bilan fait état de 5 morts. Plus au nord, près de l'épicentre, des vagues de près de 5 mètres ont touché certaines villes côtières. Ce n'était pas une vague, c'était comme une grande marée. Et c'était très fort. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu cette citerne de gaz. J'ai attrapé mon chien et je me suis sauvé. Face au risque de tsunami, les autorités chiliennes ont ordonné l'évacuation des villes côtières. Plus d'1 million de personnes ont donc quitté leur maison ou leur appartement en pleine nuit. Dans les rues de la capitale Santiago, des milliers d'habitants ont pris la direction de l'intérieur des terres. Certains en voiture, d'autres à pied. Le tremblement de terre a été si puissant qu'il a été ressenti jusqu'à Buenos Aires, à 1400 km de là. L'histoire se déroule aux États-Unis dans l'école Irving MacArthur au Texas. Ahmed Mohamed, un élève de 14 ans, a une bonne intention en tête, celle de présenter à ses camarades de classe et à ses professeurs une de ses créations, une horloge. Sauf que dans cet état, le fait de ramener un tel objet conçu de manière artisanale n'est pas très bien vu et génère des tensions. Les explications de Sandro Luciens. Assalamu alaikum. Il voulait juste impressionner ses professeurs en arrivant à l'école lundi matin. Ahmed, jeune collégien de 14 ans au Texas, a fini menotté, détenu et interrogé par la police pendant plusieurs heures. À l'origine de la panique, son invention, une horloge munie d'un écran numérique et d'un circuit électronique. Dans son école, elle a été prise pour une bombe. Je voulais juste montrer mon talent à mes professeurs et je ne trouvais pas que ça ressemblait à une bombe. Les policiers ont rapidement été montrés du doigt pour leur excès de zèle. Ils se défendent de tout sentiment islamophobe. C'est un objet très suspect. À notre époque, on ne peut pas amener ce genre de choses à l'école. Nous avons vu des choses horribles arriver dans notre pays. Il faut faire preuve de précaution. En 2 jours, l'histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Mercredi, sur Twitter, Barack Obama a complimenté le collégien pour son horloge et l'a invité à la Maison-Blanche. Il est évident que certains des professeurs d'Ahmed ont échoué, c'est dommage. Mais il n'est pas trop tard pour que nous en tirions tous une leçon. Autre fan du jeune garçon, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui souhaite lui aussi le rencontrer. Une vague de soutien pour Ahmed, qui aimerait plus tard étudier à la prestigieuse université MIT. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Ils menaient une grève de la faim depuis 7 jours devant le siège du ministère de l'Environnement à Beyrouth. Aujourd'hui, ils mettent fin à leur jeûne de protestation, affirmant avoir atteint leur but, sanctionner le ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk. Et comme à chaque manifestation, centre-ville a été paralysé, ce qui ulcère la chambre de commerce de Beyrouth. Son chef, Mohamed Chouker, a lancé ce midi un cri d'alarme pour sauver le centre-ville.
En Syrie, au moins 11 civils dont 3 enfants ont été tués dans un secteur rebelle d'Alep dans le nord du pays. L'armée syrienne aurait largué un baril d'explosifs sur leur maison. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À demain. القصة هي قصة النهايات السياسية.